Je m'appelle Marine Dubois. J'ai 27 ans. Et si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que j'hériterais de l'intégralité de l'empire de mon grand-père, d'une valeur de 5 milliards d'euros, je lui aurais ri au nez. À l'époque, j'étais la fille indésirable, mise à la porte le jour de mes 18 ans avec pour seul bagage un sac à dos et un ricanement de mes parents. Tu ne survivras jamais sans nous. Alors, imaginez que le mois dernier, j'entre dans un tribunal, face à ces mêmes parents, costumes impeccables, sourires forcés, mon frère aîné, Antoine, assis à leur côté comme s'il possédait déjà le monde. Ma mère se pencha vers moi, son parfum étouffant l'air, et murmura doucement, « Bien sûr, Marine, nous nous en occuperons pour toi. » Mon père acquiesça d'un air suffisant, comme si ma vie, mon avenir et 5 milliards d'euros étaient déjà entre leurs mains. Mais lorsque le juge tourna la page suivante du testament, leurs sourires se figèrent, puis se brisèrent. J'ai grandi dans une maison où les apparences primaient sur l'amour. Mes parents, Philippe et Catherine Dubois, n'étaient pas pauvres, loin de là. Papa était un cadre régional dans une entreprise de logistique. Maman était le genre de femme qui vivait pour les cocktails et les ragots de quartier. Mais si vous regardiez sous les sourires polis, vous verriez la pourriture. Ils ne valorisaient que l'enfant qui correspondait à leur image parfaite. Cet enfant était mon frère, Antoine. C'était le « Golden Boy », bon élève, star de l'équipe de rugby, celui que mes parents exhibaient lors des dîners mondains. Chacune de ces victoires était une fête de famille. Quand Antoine a été accepté dans l'école de commerce de ses rêves, papa a ouvert le champagne. Quand j'ai écrit une nouvelle qui a remporté un concours local, maman a haussé les épaules et a dit « C'est mignon, mais ça ne paiera pas les factures. » Ce n'est pas que j'étais rebelle. Je ne me faufilais pas dehors et ne transgressais pas les règles. Je ne rentrais tout simplement pas dans le moule. J'aimais l'art plus que le sport, les livres plus que les voitures, les soirées calmes plus que les fêtes bruyantes. Pour cela, j'ai été cataloguée comme difficile. Quand j'ai demandé pourquoi Antoine avait une voiture neuve à 16 ans alors que je me débrouillais avec des amis pour me déplacer, la mâchoire de mon père s'est crispée. La vie n'est pas juste, Marine, apprends ta place. Au moment de mes 17 ans, la tension à la maison était insupportable. Chaque dîner devenait un procès. Maman levait les yeux au ciel chaque fois que je demandais une simple équité. Antoine ricanait de l'autre côté de la table, faisant tourner ses clés de voiture, se prélassant dans l'aura d'être intouchable. Et papa? Papa me regardait juste comme un problème dont il avait hâte de se débarrasser. Je n'oublierai jamais la nuit où il s'est penché en avant, sa voix basse et acérée, « Si tu vis encore sous ce toit à 18 ans, tu seras un échec. » Ces mots me coupèrent plus profondément que n'importe quelle gifle. J'ai ri alors, parce que pouvais-je faire d'autre? Mais à l'intérieur, je me brisais. Et quand mon 18e anniversaire est arrivé, ils ont tenu leur promesse. Ce ne fut pas un renvoi discret. Ce fut une mise en scène. Maman m'a appelé dans le salon, Antoine se prélassant sur le canapé comme si c'était un spectacle. Papa se tenait droit, tenant une enveloppe. « Nous avons décidé qu'il était temps que tu apprennes la responsabilité, dit-il froidement. Plus d'argent, plus de soutien. Tu es seul. » L'enveloppe ne contenait rien. Pas de chèque, pas de filet de sécurité, juste un geste symbolique qu'ils en avaient fini avec moi. J'ai emballé ce que je pouvais dans un sac à dos, 2 changes de vêtements, un carnet de croquis et mon téléphone. Quand j'ai hésité à la porte, la voix de maman retentit, sirupeuse mais cruelle, « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu nous remercieras un jour. » Cette nuit-là, j'ai dormi sur la banquette arrière de ma vieille voiture, fixant le plafond, me demandant comment ma vie s'était si complètement effondrée. Pendant ce temps, Antoine publiait des photos de sa soirée étudiante, souriant avec un tout nouveau MacBook que papa lui avait acheté. La seule personne qui ne m'a pas abandonné fut mon grand-père, Jean Dubois. Il m'invitait le week-end, me nourrissait, me laissait dormir sur son canapé quand je n'avais nulle part où aller. Il ne disait jamais grand-chose sur mes parents, mais la façon dont ses yeux s'assombrissaient quand leur nom était évoqué me disait qu'il connaissait la vérité. Avec le temps, il devint plus un père pour moi que mon propre père ne l'a jamais été. Les années après mon départ de la maison se sont confondues en une lutte pour la survie. J'ai travaillé à temps partiel, étudié quand je pouvais, et mis de côté juste assez pour louer un petit studio.
Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. À travers tout cela, mon grand-père, Jean Dubois, fut la seule famille qui ne me tourna jamais le dos. Il me glissait de l'argent pour les courses quand il pensait que je ne regardais pas. Il m'invitait au dîner du dimanche et me rappelait d'une ferme poignée de main, « Marine, tu es plus forte que tu ne le penses. » Alors, quand l'appel arriva, il me coupa le souffle. Papy était parti. Même si je savais qu'il était malade depuis un certain temps, une partie insensée de moi croyait qu'il nous survivrait tous. Obstiné, stable, inébranlable. Le perdre, c'était comme perdre la seule encre qu'il me restait. Les jours après sa mort furent un brouillard. Je n'attendais rien de la succession. Peut-être une vieille montre, une lettre, quelque chose de petit pour me souvenir de lui. Je ne pensais certainement pas être convoqué à la lecture d'un testament au tribunal de grande instance. Quand l'enveloppe officielle arriva, frappée du sceau du tribunal, mes mains tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, les mots étaient clairs, les héritiers de Jean Dubois sont priés d'assister à la lecture de son dernier testament. Mon nom figurait à côté de celui de mes parents et d'Antoine. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait faire mon deuil en paix, loin de leur orbite toxique, mais une autre partie, peut-être celle que mon grand-père avait nourrie, refusait de les laisser me rayer de son histoire. Alors, un lundi matin gris, je suis entré dans le tribunal. Ils étaient déjà là, bien sûr. Mes parents, Philippe et Catherine, habillés comme pour un gala plutôt que pour la lecture du testament de leur père. Les perles de ma mère brillaient contre sa blouse en soie, son rouge à lèvres d'une teinte un peu trop vive. Papa était assis, les mains croisées d'un air suffisant, ses boutons de manchette captant la lumière. Et Antoine. Antoine avait l'air d'être né pour hériter d'un empire. Son costume bleu marine était taillé sur mesure, son sourire large comme si toute la procédure n'était qu'une formalité. Quand j'ai franchi la porte, tous les trois se sont retournés. Le sourire de ma mère s'étira trop largement, mielleux. « Marine, ma chérie, minauda-t-elle comme si nous n'avions pas passé des années sans nous parler. Je savais que tu viendrais. » Papa fit un signe de tête bref, ses yeux dérivant déjà vers la mallette de l'avocat comme un faucon guettant sa proie. Antoine ricana et murmura juste assez fort pour que je l'entende, « Ça va être drôle. » Je m'assis en face d'eux, mon pouls battant dans mes oreilles. L'air était épais, suffocant, comme si les murs eux-mêmes savaient ce qui allait se passer. L'avocat, un homme aux yeux perçants nommé Maître Moreau, s'éclaircit la gorge et ajusta ses papiers. « Nous sommes ici pour lire le dernier testament de Jean Dubois, commença-t-il. La main de ma mère effleura la mienne, ses ongles pressant légèrement ma peau. « Ne t'inquiète pas, Marine, chuchota-t-elle. Bien sûr, nous nous en occuperons pour toi. » Mon père acquiesça d'un air suffisant, comme si les milliards étaient déjà sur son compte. Il n'avait aucune idée de ce qui allait les frapper. La pièce était si silencieuse que j'entendais le froissement des papiers lorsque Maître Moreau, l'avocat, tourna la première page du testament. Mes parents se penchèrent en avant. Antoine s'étira en arrière comme un roi attendant sa couronne, et je serrai le bord de ma chaise jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. « Ceci est le dernier testament de Jean Dubois, commença Maître Moreau, sa voix calme, datée et notariée 1 an avant son décès. » Ma mère expira bruyamment comme si elle avait répété la scène. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, puis à moi avec un sourire condescendant. Papa posa sa main sur son genou, suffisant et certain. Je pouvais presque entendre le scénario qu'ils avaient écrit dans leur tête, Antoine hérite de la fortune, ils la gèrent ensemble, et je disparais dans l'insignifiance. Mais alors, les mots suivants de Maître Moreau fendirent l'air comme un coup de tonnerre. Moi, Jean Dubois, lègue par la présente l'intégralité de ma succession, évaluée à environ 5 milliards d'euros, à ma petite fille, Marine Dubois. Le temps s'arrêta. Je jure que l'horloge murale devint silencieuse. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Mes parents se figèrent au milieu d'un sourire, leurs visages se fissurant comme des masques de porcelaine. La mâchoire d'Antoine tomba, puis se referma avec un claquement audible. Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal entendu. 5 milliards à moi. Mon pouls battait si fort que j'enregistrais à peine la suite. L'avocat continua, « C'est mon souhait exprès, lut Maître Moreau, que cette succession soit laissée en sa seule possession, sans fiduciaire, sans supervision et sans gestion conditionnelle.
Marine Dubois doit avoir le contrôle total des actifs, propriétés et avoirs, avec effet immédiat. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, comme des vautours réalisant que leur proie s'était envolée de leur serre, ma famille s'affola. La voix de ma mère jaillit la première, stridente mais enrobée de sucre. Eh bien sûr, cela a du sens, dit-elle en battant légèrement des mains. Marine a toujours été proche de son grand-père. Naturellement, elle aura besoin de nos conseils, n'est-ce pas, Philippe ? Papa se redressa, acquiesçant rapidement, son sourire tendu. Oui, bien sûr. 5 milliards, c'est une responsabilité énorme pour quelqu'un d'aussi jeune, d'aussi inexpérimenté. Nous interviendrons, gérerons les investissements, superviserons les propriétés, te protégerons des erreurs. Antoine rit sous sa barbe, le son froid et tranchant. Ne le prends pas mal, Mimi. Mais tu n'as jamais été vraiment responsable. Tu te souviens quand tu as épuisé cette petite carte de crédit en première année ? Multiplie ça par 5 milliards. Une catastrophe en devenir. Je restais figé, chaque mot me fouettant comme un coup de cravache. Leur arrogance était stupéfiante. Même ici, même maintenant, après que mon grand-père m'ait tout confié, ils ne me croyaient pas capable. Pour eux, j'étais toujours la faible, l'inutile. Maître Moreau s'éclaircit la gorge. Pour clarifier, dit-il fermement, Monsieur Dubois a spécifié que la succession appartient uniquement à Marine Dubois. Pas de fiduciaire, pas de supervision familiale, pas de gestion partagée. Ces instructions sont explicites. La mâchoire de papa se serra. Il força un rire. Nous comprenons. Nous ne nous soucions que de son bien-être. Vous comprenez, n'est-ce pas, Marine ? Il me regarda alors, m'appelant Marine comme si c'était un geste d'affection, bien que ses yeux brillassent de fureur. Maman se pencha plus près, ses ongles s'enfonçant dans mon bras. Chérie, tu sais que nous ne voulons que le meilleur. Laisse-nous te guider. Grand-père voudrait que nous en profitions tous. Ce mot, profiter, flottait lourdement dans l'air. Profiter pour eux, pas pour moi. À l'intérieur, quelque chose s'agita. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me souvins de chaque nuit froide dans ma voiture, de chaque ricanement cruel à table, de chaque fois qu'il m'avait dit que je n'étais pas assez bien. Et maintenant, ils étaient là, essayant de planter leurs griffes dans la seule chose que mon grand-père m'avait confiée. Je gardais un visage neutre, les lèvres serrées, mais à l'intérieur, je bouillais. Antoine se pencha en avant, ricanant à nouveau. Pense Y, Mimi. Tu n'es même pas propriétaire. Tu loues. Tu n'as jamais investi un sou. 5 milliards te noieront. Papa gère de l'argent depuis le début de sa carrière. C'est juste logique. Pendant un instant, j'ai failli rire. Il ne comprenait toujours pas. Grand-père avait vu clair en eux tous. Il ne m'avait pas choisi par pitié. Il m'avait choisi parce qu'il savait que je pouvais m'élever au-dessus de leur cupidité. Et tandis que leur voix continuait de résonner, pleine de fausses douceurs et de pics empoisonnés, je me redressai sur ma chaise. Je ne dis pas un mot. Pas encore. Mais je savais que ce n'était que le début d'une guerre qu'ils ne pourraient jamais gagner. La scène du tribunal n'était que l'acte d'ouverture. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone bourdonnait déjà de messages de ma mère. Il faudrait qu'on parle, ma chérie. Ton père et moi savons ce qui est le mieux. Ne prends pas de décision hâtive. Chaque SMS dégoulinait de fausses sollicitudes, mais je connaissais la vérité, ils rôdaient, désespérés. Je les ignorais. Pendant 2 jours, le silence. Puis, tard un soir, un coup frappa à ma porte. Quand j'ouvris, Antoine se tenait là, appuyé contre l'encadrement, dans sa veste sur mesure. Ce sourire exaspérant plaqué sur son visage. Sans attendre la permission, il entra. Bel endroit, dit-il, jetant un coup d'œil à mon modeste salon comme s'il inspectait un motel. Mais soyons honnêtes, Mimi. Ça ne va plus. 5 milliards et tu vis ici ? Embarrassant. Je croisai les bras. Qu'est-ce que tu veux, Antoine ? Il s'enfonça dans mon canapé, s'étirant comme s'il en était le propriétaire. Simple.
Je suis là pour m'assurer que tu ne te ridiculises pas. Tu as vécu si modestement pendant si longtemps, tu ne réalises même pas ce que tu as. Papa connaît les investissements. Maman connaît des gens. Et moi, j'ai une vision, du style. Ensemble, nous pourrions transformer l'empire de grand-père en quelque chose de plus grand. Mais seulement si tu arrêtes d'être têtu. Ces mots m'ont piqué, non pas parce qu'ils contenaient une vérité, mais parce qu'ils faisaient écho à chaque insulte que j'avais jamais entendue à la maison. Petite, têtue, incompétente. Il avait appris leur scénario par cœur. Je n'ai pas besoin de votre aide, dis-je fermement. Grand-père me l'a laissé. Pas à toi, pas à eux. À moi. Pour la première fois, son sourire s'affaissa. Il le dissimula d'un petit rire, mais je vis le éclair de panique dans ses yeux. Tu crois vraiment que tu peux gérer ça seule? Sois intelligente, Mimi. Laisse-nous faire avant de te noyer. Je lui montrai la porte. Mais Antoine n'était pas le seul. Le lendemain, ma mère apparut. Pas de coup, juste elle, balayant tout sur son passage comme si elle possédait encore ma vie. Elle se percha sur une chaise, lissant sa jupe, la voix sirupeuse. Chérie, tu as toujours été trop sensible. Cet argent, il pourrait te ruiner. Laisse-nous porter ce fardeau. Je la regardai, me souvenant de la nuit où elle souriait en me mettant à la porte. Ses ongles s'enfonçaient légèrement dans mon bras maintenant, comme au tribunal. Pense Y comme un effort familial, minaudatait-elle. Grand-père voudrait que nous en profitions tous. Profiter. Le même mot empoisonné. Quand elle est enfin partie, j'ai fermé la porte à clé et je me suis assise dans le silence, la poitrine serrée. Pendant un instant, le doute a chuchoté, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je n'étais pas assez forte. Mais ensuite, j'ai imaginé les yeux constants de grand-père. La façon dont il m'avait dit, tu réfléchis avant de parler, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Plus de défense. À partir de maintenant, je documenterai chaque mot, chaque menace, chaque tentative de me manipuler. S'il voulait une guerre, je serais prête. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Je pensais que les chuchotements et la culpabilisation étaient mauvais. Mais rien ne m'avait préparé à une trahison pure et simple. Cela commença par un coup de fil. J'étais au travail quand mon portable vibra, Maître Moreau, l'avocat. Sa voix était sèche, urgente. Marine, je dois vous demander, avez-vous autorisé quelqu'un à accéder au compte de la succession? Mon estomac se contracta. Non. Pourquoi? Il soupira. Quelqu'un s'est présenté à la banque comme votre représentant. Ils ont tenté de retirer des fonds. Heureusement, les stipulations du testament de votre grand-père ont signalé la tentative. La banque a refusé. Mais Marine, ils étaient insistants. Je n'eus pas besoin de demander qui c'était. Je l'imaginais parfaitement, la voix sévère de mon père, le sourire mielleux de ma mère, l'arrogance d'Antoine, le tout transformé en un mensonge pour réclamer ce qui ne leur appartenait pas. Cette nuit-là, je passais devant leur maison. Les lumières brillaient chaleureusement, le porche aussi impeccable que jamais. 2 voitures étaient garées dans l'allée comme si rien n'avait changé. Mais pour moi, la vue était un poison. Ils n'étaient plus seulement manipulateurs. C'étaient des voleurs. Et comme si cela ne suffisait pas, la campagne de diffamation commença. Les petites villes prospèrent des ragots. Et mes parents le savaient. Soudain, les gens au supermarché me regardèrent différemment. La caissière qui souriait autrefois marmonna, ça doit être sympa de vivre de l'argent d'un vieil homme. À la station-service, j'entendis des chuchotements, elle l'a volé à son frère. Cette fortune n'était pas destinée à elle. Même mes quelques amis s'éloignèrent. Les appels téléphoniques cessèrent. Les invitations disparurent. Le récit se répandait, j'étais cupide, indigne, une fraude. Un soir, assise seule à ma table de cuisine, le poids de tout cela m'écrasa. J'avais l'argent, oui, mais cela ressemblait à un piège. Si je l'utilisais, je nourrirais leur histoire. Si je restais silencieuse, je me noierais dans le silence.
Pour la première fois depuis la lecture du testament, je me demandais si, peut-être, ils avaient raison. Si, peut-être, je n'étais pas assez forte. Ma main se porta vers un tiroir. À l'intérieur, glissée sous de vieilles quittances et un stylo séché, se trouvait une enveloppe que j'avais presque oubliée. C'était de mon 21e anniversaire. Grand-père me l'avait tendue à l'époque avec un sourire entendu, disant « Un jour tu comprendras ». D'une main tremblante, je l'ouvris. La lettre à l'intérieur était écrite de son écriture ferme, légèrement tremblante. « Marine, si tu lis ceci, j'espère que tu as appris maintenant que le monde ne donne pas, il prend. Ne les laisse pas faire. Tu es plus forte que tu ne le sais, et un jour tu devras le prouver. Le moment venu, ne recule pas, tiens-toi droite. Ils ne peuvent te voler que si tu le leur donnes. » Les larmes brouillèrent ma vision en lisant ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils me brûlent. Mon grand-père avait su. Il avait vu clair en eux bien avant moi. Et il m'avait fait confiance, pas à eux, pour surmonter cela. Je pliai la lettre avec soin, la remis dans l'enveloppe, et sentis quelque chose se déplacer en moi. La peur ne disparut pas, mais elle se transforma en résolution. Il voulait jouer sale ? Très bien, j'allais arrêter de réagir et commencer à me préparer. Ce n'était plus de la survie. C'était la guerre. La lettre a tout changé. Pour la première fois, je sentis la présence de mon grand-père non seulement comme un souvenir, mais comme un guide. Ces mots ont allumé un feu en moi. Ne recule pas, tiens-toi droite. J'ai commencé à me préparer discrètement, méthodiquement. La première étape fut de trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour les questions financières. Pas un conseiller flamboyant lié au monde de mon père, mais quelqu'un d'ancré, de méticuleux. Grâce à la recommandation d'un collègue, j'ai rencontré Monsieur Delaporte, un homme grisonnant aux yeux calmes et un bloc-notes juridique jaune constamment sous le bras. Il ne s'extasiait pas sur les milliards et n'essayait pas de m'éblouir avec du jargon. Au lieu de cela, il posait des questions prudentes. Que voulez-vous que cet argent signifie ? Quels sont vos objectifs ? Vos peurs ? Il écoutait sans jugement, alors que j'admettais que j'étais terrifiée de sombrer sous le poids de tout cela. Lorsque notre première réunion se termina, il glissa un plan simple sur la table. « Vous êtes plus capable que vous ne le pensez, Marine, dit-il en me serrant fermement la main. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour le confirmer. » Cette nuit-là, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Avec l'aide de Monsieur Delaporte, j'ai pris de petites mesures délibérées. J'ai acheté une maison modeste, pas un manoir, juste un endroit tranquille où personne ne pourrait me jeter dehors. En traversant ces pièces vides, je me suis murmuré, c'est à moi. Vraiment à moi. Mais je savais que l'argent seul ne me protégerait pas. Mes parents étaient implacables, et les ragots étaient leur arme. Alors, j'ai décidé de riposter comme mon grand-père l'aurait fait, en bâtissant le respect. J'ai rejoint le conseil d'administration d'une association caritative locale qui l'avait autrefois soutenue. Au début, j'étais nerveuse, les chuchotements de Pindigne me poursuivant encore. Mais lentement, les gens ont commencé à me voir comme plus qu'un simple titre de presse. Ils se souvenaient de l'intégrité de Jean Dubois, par extension, ils ont commencé à me respecter. Puis vint le tournant. Lors d'une de ces réunions de conseil, on me présenta Maître Édouard Perrin, un avocat à la retraite d'une 50aine d'années, aux yeux perçants et à la présence calme et imposante. Quand il apprit que j'étais la petite fille de Jean Dubois, son expression s'adoucit. « Votre grand-père était un homme rare, dit-il en me serrant la main. Il parlait toujours très bien de vous. » Autour d'un café une semaine plus tard, Maître Perrin se pencha et baissa la voix. « Vous devriez savoir que votre grand-père a anticipé des problèmes après son décès. Il a mis en place certaines protections. » Mon souffle se coupa. Des protections ? Maître Perrin hocha la tête, faisant glisser un dossier usé sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus. Des clauses en béton armé, des stipulations notariées. Si vos parents tentent d'interférer ou de se présenter comme vos représentants, ils sont automatiquement déshérités. Non seulement moralement, Marine, mais légalement. Il vous a protégé. Je fixai les papiers, la poitrine serrée. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé une forteresse. Pour la première fois,
je réalisai que je ne jouais plus en défense. J'avais un levier, des preuves, des munitions. Maître Perrin se rassit, sa voix calme mais ferme, il pense que vous êtes faible. Il ne réalise pas que vous tenez la main la plus forte. Quand ils dépasseront les bornes, et ils le feront, vous serez prête. Je partis de cette réunion avec un nouveau sentiment de clarté. Mes parents n'étaient plus seulement contre moi. Ils étaient contre la clairvoyance de mon grand-père, mes alliés et ma détermination. La guerre n'était pas finie. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir gagner. J'aurais dû m'en douter. Pendant des semaines, mes parents et Antoine avaient tourné comme des requins, testant les limites, cherchant la faiblesse. Ils avaient essayé la culpabilité, la manipulation et le vol. Rien n'avait fonctionné. Alors, ils sont passés à l'endroit où ils pensaient pouvoir gagner, le tribunal. C'était un matin d'automne frais quand Maître Perrin m'a appelé. Son ton était plus sec que je ne l'avais jamais entendu. Marine, ils ont déposé une requête auprès du tribunal ce matin. Ils affirment que vous êtes inapte à gérer la succession. Ils demandent la tutelle de vos biens. J'ai failli laisser tomber le téléphone. La tutelle ? J'ai 27 ans. C'est leur angle, dit Daniel d'un air sombre. Ils argueront que vous êtes inexpérimenté, instable, incapable. Mais rappelez-vous, nous nous sommes préparés à cela. L'audience était fixée pour la semaine suivante. Les jours qui la précédèrent s'étirèrent comme du fil de fer. Chaque fois que je sortais, je sentais le poids des chuchotements. Les voisins me regardaient avec un mélange de pitié et de suspicion. Mes parents s'étaient affairés à empoisonner la source. Au moment où j'entrais dans le tribunal, mes mains tremblaient. Je portais un simple tailleur bleu marine, rien de voyant. Je voulais avoir l'air compétente, stable. De l'autre côté de l'allée, mes parents et Antoine étaient assis ensemble, se flanquant comme des soldats. Le sourire de ma mère était sirupeux. La mâchoire de mon père serrée d'une anticipation suffisante. Antoine rayonnait presque d'arrogance. Quand le juge nous a rappelés à l'ordre, leur avocat s'est levé et a lancé une performance. Ces mots dégoulinaient de condescendance, « Votre honneur, mes clients sont profondément préoccupés pour leur fille. Bien qu'ils pleurent la perte de Jean Dubois, ils ne peuvent ignorer le risque de confier une succession de 5 milliards d'euros à quelqu'un d'aussi inexpérimenté et impulsif que Marine. Elle n'a aucune expérience en gestion financière, aucun bien propre avant cet héritage, et un historique de mauvaises décisions. Il est logique que ses parents, des adultes établis et prospères, interviennent pour sauvegarder la succession. Antoine acquiesça solennellement à chaque phrase, comme si c'était répété. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir, feignant l'émotion. Mon père regarda directement le juge, projetant de la gravité. C'était du théâtre et il pensait que le public achèterait leur jeu. Puis Maître Perrin se leva. Il ne se pressa pas. Sa voix était calme, délibérée. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas la compétence. Elle concerne la cupidité. Il exposa les preuves une par une, chaque pièce comme un coup de marteau. La tentative de fraude à la banque. Les messages textes d'Antoine dégoulinant de condescendance, se moquant de ma capacité à gérer l'argent. Les lettres de mes parents proposant que je partage l'héritage en transférant des actifs sur leur compte. Les stipulations du testament de mon grand-père, en béton armé, notarié, explicite, indiquant que personne d'autre que moi ne devait gérer la succession. Le tribunal devint plus silencieux à chaque révélation. Mes parents s'agitèrent sur leur siège, leur confiance se brisant. L'air suffisant d'Antoine vacilla lorsque Maître Perrin projeta l'un de ses messages sur l'écran. « Tu vas te noyer dans 5 milliards, Mimi. Vaut mieux que papa s'en occupe. » Puis Maître Perrin porta le coup de grâce. Il souleva un carnet en cuir usé, les bords effilochés par l'usage. Ceci m'a été confié par Jean Dubois lui-même. À l'intérieur se trouvent ses notes manuscrites, ses préoccupations, sa clairvoyance. Il a anticipé cette situation exacte. Permettez-moi de lire un passage. Il tourna à la dernière page, sa voix ferme alors qu'il récitait, « S'ils tentent de prendre ce qui ne leur appartient pas, ce sera une preuve suffisante de pourquoi j'ai choisi Marine. Elle a enduré leur cruauté, s'est élevée au-dessus de leur négligence et s'est avérée plus forte qu'ils ne l'avaient jamais imaginé.
Ma succession lui appartient seule, et ne doit pas être partagée avec ceux qui l'ont rejetée. Les mots résonnèrent dans la salle comme un verdict avant le verdict. Je regardai ma mère pâlir, sa main figée au milieu de ses perles, les poings de mon père serrés contre la table. Les yeux d'Antoine se posèrent sur le sol, sa mâchoire serrée. La juge se pencha en avant, son expression illisible. Puis, d'une voix nette et finale, elle dit « La requête est rejetée. La succession reste sous le seul contrôle de Marine Dubois. » De plus, ce tribunal met en garde les pétitionnaires contre toute nouvelle tentative de saper les souhaits explicites du défunt. Cette affaire est close. C'était fini en moins d'une heure, mais cela semblait une éternité. Lorsque le marteau tomba, la façade de mes parents s'effondra complètement. Ma mère se tourna vers moi, la voix tremblante d'une fausse chaleur. « Chérie, tu ne comprends pas à quel point cette pression est forte. Nous voulions seulement te protéger. » Je restais calme d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Non, vous vouliez vous protéger vous-même. Grand-père le savait. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. Sa main resta en l'air, puis tomba. Mon père marmonna sous sa respiration, mais ne put me regarder dans les yeux. Antoine s'éloigna en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le marbre. Je sortis de ce tribunal la tête haute, le poids des années se soulevant de mes épaules. Pour la première fois, je n'étais pas l'exclu, l'échec, le bouc émissaire. J'étais l'héritière que mon grand-père avait choisie et la seule chose que mes parents ne pourraient plus jamais contrôler. Mais en marchant au soleil, une vérité brûlait dans ma poitrine, ce n'était pas la fin. La bataille juridique était gagnée, oui, mais les retombées, les réputations détruites, les relations rompues ne faisaient que commencer, et j'étais prête. Le verdict avait peut-être mis fin à la bataille juridique, mais les conséquences se sont déroulées lentement, comme des dominos qui tombent un à un. Mes parents étaient entrés dans ce tribunal, persuadés de pouvoir plier le monde à leur volonté, de la même manière qu'ils m'avaient plié quand j'étais jeune. La décision du juge avait fait plus que rejeter leur requête. Elle avait arraché les masques qu'ils portaient depuis des décennies. Cela commença modestement. Le cercle de ma mère dans les clubs de loisirs devint soudain froid. Là où elle était autrefois la reine des ragots et des brunchs, les conversations se taisaient maintenant quand elle entrait dans la pièce. J'entendis des murmures de connaissance, nous n'avions aucune idée de la cruauté avec laquelle il traitait Marine. C'est scandaleux. Elle essaya de dissimuler cela avec des sourires fragiles, mais même elle ne put cacher l'humiliation. Mon père ne s'en sortit pas mieux. La nouvelle de l'affaire judiciaire se répandit dans son entreprise comme une traînée de poudre. Les clients qui faisaient autrefois confiance à son expertise financière commencèrent à prendre leur distance. Les réunions furent annulées. Finalement, j'appris qu'il avait été encouragé à prendre une retraite anticipée. Pour un homme dont toute l'identité était liée à l'autorité professionnelle, le départ forcé fut un coup écrasant. Et Antoine, oh, la chute d'Antoine fut la plus rude. Tout son statut social avait été construit sur l'idée d'être l'enfant prodige, le fils préféré, l'héritier évident. Mais après que le tribunal ait révélé la tentative de fraude et ses messages arrogants, les gens le virent pour ce qu'il était vraiment, un être prétentieux, arrogant et vide. Sa petite amie le quitta. Les invitations aux soirées se tarirent. Assez vite, la nouvelle me parvint qu'il était retourné vivre chez mes parents. 3 égos brisés sous un même toit, se nourrissant de l'amertume les uns des autres. Pendant ce temps, mon monde s'étendait d'une manière que je n'avais jamais osé imaginer. Je me plongeais dans le travail et dans les causes qui avaient tenu à cœur à mon grand-père. Le conseil d'administration de l'association caritative prit de l'ampleur, et je commençais à y jouer un rôle de leader. Pour la première fois, les gens recherchaient ma voix, non pas pour la rejeter, mais pour l'écouter. Un respect, pas à contre-cœur, pas conditionnel, un vrai respect. J'investis prudemment, suivant le plan stable de Monsieur Delaporte. Ma maison devint plus qu'un abri. Elle devint la preuve que personne ne pourrait plus jamais me jeter dehors. Chaque clé que je tournais dans la serrure me rappelait le chemin parcouru. Mais le moment le plus puissant arriva discrètement. Un soir, je passais devant la maison de mes parents, la même maison d'où j'avais été exilé le jour de mes 18 ans. La lumière du porche était allumée, mais la pelouse était négligée, les volets décolorés, la peinture écaillée. Elle semblait fatiguée, usée,
presque comme les personnes à l'intérieur. Je me garais de l'autre côté de la rue, les souvenirs m'envahissant. La nuit où ils avaient mis en scène mon exil, les années de moquerie, les comparaisons incessantes avec Antoine. Pendant si longtemps, cette maison avait été un monument à mon échec. Mais maintenant, je ne ressentais qu'une clarté limpide. Il ne m'avait pas détruite. Il m'avait forgée. Je baissai la vitre, l'air frais de la nuit caressant mon visage, et murmurai des mots que je n'avais jamais osé prononcer auparavant. Grand-père avait raison. C'est moi qui décide de ma valeur. Sur ce, je passai la vitesse et m'éloignai, laissant derrière moi la maison, les fantômes et le pouvoir qu'ils avaient autrefois sur moi. La vraie vengeance n'était pas de les humilier publiquement. Elle n'était pas dans les milliards qui reposaient sur mes comptes. Elle résidait dans cette liberté, la connaissance que je n'avais plus besoin de leur approbation, de leur amour ou de leur validation. Ils m'avaient coupé de leur vie quand j'avais 18 ans. Maintenant, j'avais enfin coupé les ponts avec eux.